La chute dura 3 secondes. Elle le savait parce qu'elle les avait comptés. Non pas parce qu'elle était calme ou sereine, mais parce que son esprit s'était accroché à ce décompte comme une personne en train de se noyer s'accroche à tout ce qui est solide. 1. Le sol disparut sous ses pieds et l'air froid s'engouffra. 2. Elle entendit la voix de Charles au-dessus d'elle, déjà lointaine, déjà en train de s'éloigner. 3. Puis le sol en pierre de la tanière s'est approché et l'a frappée comme une punition. Elle a atterri brutalement sur son épaule et a roulé, l'impact lui brisant les os, le souffle quittant son corps en une expulsion brusque. Pendant un instant, elle n'a pu que rester allongée sur le dos dans l'obscurité totale, fixant le vide, la poitrine haletante, l'esprit encore 3 secondes derrière son corps. L'ouverture au-dessus d'elle était un rectangle étroit de lumière de torche qui devenait plus petit à mesure que ses yeux s'habituaient à l'obscurité. La silhouette d'un homme se tenait à son bord. Charles. Elle prononça son nom avant de comprendre ce qu'elle voyait. Charles, donne-moi ta main. Il s'éloigna du bord. La lumière de la torche diminua alors que quelque chose de lourd était traîné à travers l'ouverture au-dessus d'elle, de la pierre frottant contre de la pierre, puis l'obscurité, totale, complète, sans pitié. Morin appuya ses paumes et appela sur le sol et se redressa. Son épaule hurlait. Elle l'ignora. Son sang de loup agissait déjà. La douleur s'estompait peu à peu. Les tissus meurtris commençaient lentement à se réparer. Mais elle ne s'en rendit guère compte, car quelque chose dans l'obscurité l'avait remarqué. Elle le sentit avant de l'entendre. Un changement de pression, une variation dans le poids de l'air, comme lorsque l'atmosphère d'une pièce change quand quelque chose d'énorme commence à bouger. Puis l'odeur la frappa. Une odeur d'animal, de fer et de quelque chose d'ancien en dessous. Un mousque si épais qu'il lui recouvrait le fond de la gorge. Puis le son, d'abord faible, en dessous du seuil de l'audible, qu'elle sentit dans ses dents et son sternum, avant qu'il ne devienne un grognement de plus en plus fort, jusqu'à remplir la tanière comme l'eau remplit une pièce fermée, pressant contre chaque mur, contre sa peau, contre l'intérieur de son crâne. Elle courut, par pur instinct, sans réfléchir. Son corps prit la décision avant que son esprit n'ait fini de traiter ce que ses sens lui criaient, et elle courut à l'aveuglette dans l'obscurité, les mains tendues devant elle, le grognement secouant l'air derrière elle. Ses bottes heurtèrent un sol irrégulier, et elle trébucha, se rattrapa, continua d'avancer, puis quelque chose d'énorme la heurta par derrière. Ce n'était pas un coup complet. Si cela avait été le cas, elle serait morte. C'était le bord d'une patte, un coup oblique, mais cela suffit à la faire tourner sur elle-même et heurter le mur. Sa joue heurta la pierre. Elle sentit le goût du sang. Elle se repoussa immédiatement du mur, changea de direction, et cette fois, elle le vit. Le dévoreur était entré dans un faisceau de lumière pâle qui tombait de quelque part loin au-dessus. Une fissure dans le plafond dense, trop petite pour s'échapper, mais assez large pour laisser passer la lumière de la lune sur le sol. Ce qu'elle illumina la fit hésiter un instant. C'était énorme, plus grand que tout ce qu'elle avait vu au cours de ces années en tant que loup, plus grand que les plus anciens alphas sous leur forme transformée, plus grand que les histoires que les anciens racontaient pour effrayer les jeunes louveteaux et les inciter à l'obéissance. Il se déplaçait sur 4 membres faits pour tuer, le dos voûté comme un rocher, les épaules roulant avec une grâce fluide et terrifiante. Son pelage était d'un noir absolu, comme un ciel sans étoiles. Sa tête se tourna vers elle et ses yeux captèrent la lumière de la lune, argentée, d'un gris argenté pâle et brûlant, et elle s'enfuit. Mais en un seul battement de cœur hésitant, quelque chose s'était imposé à sa conscience contre sa volonté, comme une écharde qui s'enfonce dans le pouce, petite et pointue, impossible à ignorer. Quelque chose dans ses yeux, pas la faim qui s'y lisait, bien que cette faim fût réelle et immense, et qu'elle la regardât droit dans les yeux. Quelque chose sous la faim, quelque chose qui n'avait pas sa place sur le visage d'une bête sans cervelle. Elle n'eut pas le temps d'y réfléchir. Le dévoreur se redressa et se mit à courir. Elle l'entendait derrière elle, le rythme de ses mouvements différent de celui d'un loup, plus lourd et plus rapide à la fois. Le sol tremblait sous chacune de ses foulées. Elle coupa à gauche sans prévenir, se pressant dans un passage étroit entre 2 affleurements rocheux trop étroits pour son gabarit. Elle l'entendit s'arrêter brusquement, entendit le bruit frustrant de son corps s'écraser contre la pierre, et elle continua à s'enfoncer dans le passage, les mains effleurant la paroi jusqu'à ce que le passage s'ouvre sur un espace plus large, et elle eut 3 précieuses secondes pour respirer.
Son épaule lui faisait encore mal. Sa joue était mouillée. Elle se plaqua contre la paroi et écouta. Les grognements avaient cessé. C'était en quelque sorte pire que les grognements. Elle contrôla sa respiration par le nez, lente, délibérée, et laissa ses sens de loup faire ce pourquoi ils étaient faits. Elle pouvait l'entendre, marchant, ses pas lourds et délibérés tournant autour du bord extérieur de l'espace qu'elle avait trouvé. Sans hâte maintenant, systématique. Il n'était pas frénétique. Il n'était pas confus. Il était patient. La compréhension s'installa dans son estomac comme de l'eau froide. Il connaissait cette tanière. Chaque passage, chaque canal, chaque impasse. Il avait tout le temps du monde et elle n'en avait pas. Tôt ou tard, elle devrait bouger. Et quand elle bougerait, il serait prêt. Elle appuya 2 doigts sur la marque de morsure sur son cou. Encore sensible. Ce n'était que la nuit dernière. Les dents de Charles à la base de sa gorge, la douleur fulgurante suivie d'une chaleur, la marque de lien s'installant dans sa peau comme elle le devait le faire. Elle n'y avait pas réfléchi à 2 fois. Elle était une louve. Les morsures d'accouplement étaient aussi naturelles que respirées. Tous les couples liés en portaient en une. Elle l'avait touché ce matin avec une sorte d'émerveillement silencieux, cette preuve d'appartenance, de la prophétie enfin devenue réalité. Ta fille sera mariée à un roi. Elle ferma les yeux, puis les rouvrit. Sa mère avait pleuré lorsque le cerf avait prononcé ces mots. Son père y avait vu une élévation, un destin, les dieux se souvenant enfin de l'existence de la famille Crane. Et Maureen y avait cru. Elle y avait cru pendant tous les mois de cours, et elle y avait cru lorsque Charles était arrivé à l'improviste à la porte de son père, et lui avait souri comme si elle était un problème qu'il était ravi d'avoir trouvé. Elle y avait cru la nuit dernière, lorsque ses dents avaient trouvé son cou. Elle était si sûre de la signification de cette marque. Elle en était moins certaine maintenant, accroupie dans l'obscurité sous le château où elle vivait depuis 3 semaines, écoutant la bête qui la traquait et comprenant avec une clarté qui ressemblait à du chagrin que Charles ne l'avait pas marqué par amour. Il l'avait marqué pour qu'elle soit la proie idéale. Les pas s'arrêtèrent. Silence. Puis, sans avertissement, le dévoreur surgit de l'obscurité, rapide et discret, et elle eut moins d'1 seconde pour réagir. Elle se jeta vers le haut plutôt que sur le côté, ses doigts trouvant les aspérités du mur par pur instinct de loup, se hissant alors que les mâchoires de la bête se refermaient sur le vide sous ses pieds. Le souffle de la bête lui frappa les chevilles. Elle grimpa, les bras en feu, les épaules hurlant à nouveau, jusqu'à ce que ses mains trouvent une corniche, étroite, à peine plus large que son corps, et elle se hissa dessus, se plaqua contre le mur et retint son souffle. Sous elle, le dévoreur heurta le mur. Toute la tanière trembla. De la poussière tomba du plafond. Il se cabra et heurta à nouveau le mur, ses griffes raclant la pierre, et elle sentit chaque impact à travers la roche dans son dos. Il ne pouvait pas l'atteindre. La corniche était trop haute, le mur trop abrupt en dessous. Mais le son qu'il produisait n'était pas de la frustration. C'était de l'angoisse. Elle ne savait pas comment elle faisait la différence. Elle la faisait, tout simplement. De la même manière que l'on fait la différence entre la pluie et l'orage avant que la première goutte ne tombe. Le son qui sortait de la bête en dessous n'était pas la rage d'un prédateur privé de sa proie. C'était quelque chose de plus brut et de plus ancien que la rage. Il monta à travers la tanière, se pressa contre le plafond scellé, ne trouva aucune issue et redescendit. Et Maureen le sentit s'installer dans sa poitrine comme une pierre. Elle s'allongea sur son rebord et regarda en bas dans l'obscurité et vit que la bête la regardait déjà. Même de cette hauteur, même dans cette quasi-obscurité, ses yeux pâles étaient indubitables. Gris argenté, ancien et brûlant d'une flamme qui n'avait pas sa place dans les yeux d'un monstre. La lumière de la lune au-dessus éclairait la colonne vertébrale de la bête, et elle vit alors quelque chose qu'elle ne pouvait voir que sous cet angle, depuis le haut. Le long de la crête de son dos, imprimé dans la fourrure noire et la chair en dessous comme un sceau pressé dans la cire, se trouvait une marque, blanc argenté sur fond noir, assez ancienne pour avoir cicatrisé. Elle connaissait cette forme. Tous les loups du royaume connaissaient cette forme. Le blason royal d'Artoria, le loup couronné, la marque de la lignée qui régnait sur ce royaume depuis 200 ans. Maureen retint son souffle. Sous elle, le dévoreur s'allongea sur le sol en pierre froide de la tanière. Il ne se préparait pas à bondir. Il ne tournait pas en rond. Il s'allongea comme quelque chose s'allonge après avoir porté un poids si longtemps que le corps s'arrête tout simplement. Son énorme tête reposait sur ses pattes avant. Ses yeux argentés restaient ouverts, la regardant, attendant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Le silence entre eux était différent maintenant. Elle ne le comprenait pas encore. Elle avait trop de pièces et pas assez d'images.
mais les pièces étaient là. L'emblème royal brûlé dans la colonne vertébrale de la bête, la morsure d'accouplement sur son cou, les os le long du mur encore recouverts de soie, la façon dont Charles avait souri et s'était éloigné du bord, la façon dont cette créature, qui aurait déjà dû la mettre en pièces à 3 reprises, s'était retirée à chaque fois avec quelque chose dans les yeux qui ressemblait à de la retenue, comme si elle luttait contre elle-même, comme si une partie d'elle ne voulait pas. Elle appuya ses doigts sur la morsure royale dans son cou et regarda la bête marquée sous elle. Et la pensée qui se forma dans son esprit n'était pas celle d'une femme qui venait de survivre à sa nuit de noces dans l'antre d'un monstre. C'était la pensée d'une femme qui commençait à comprendre la forme du piège. Pas seulement le sien aussi. Elle ne dormirait pas cette nuit. Elle le savait. Mais elle ramena ses genoux contre sa poitrine et garda les yeux fixés sur la bête en dessous d'elle. Et elle se mit à réfléchir très calmement. 6 semaines plus tôt, le matin sentait le brouillard de la rivière et le pain de sa mère. Morin se tenait à la fenêtre de la maison familiale dans le quartier marchand d'Aldemer et regardait la rivière Karen disparaître sous la brume matinale. Et elle pensait à la prophétie, comme elle le faisait toujours. Comme une langue qui trouve une dent qui bouge, non pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle ne peut s'en empêcher. Ta fille sera mariée à un roi, et son sang changera le cours d'un royaume. Le devin qui avait prononcé ces mots était mort depuis 3 jours lorsque ses parents l'apprirent. Les devins de ce genre, les anciens, ceux dont les visions n'étaient pas des murmures, mais des certitudes qui coûtaient cher à porter, ne vivaient pas longtemps après l'arrivée des grands, comme si la vision les épuisait. Son père y avait vu la preuve de son importance. Sa mère avait pleuré pendant une semaine, puis s'était mise à agir calmement et méthodiquement. Elle s'était assurée que Morin sache comment entrer dans une pièce remplie de nobles sans embarrasser personne. Morin avait passé les 17 années suivantes à se préparer à un destin qu'elle n'avait jamais demandé et à essayer d'en être reconnaissante. Elle n'était pas de haute naissance. C'était le premier inconvénient. Son père, Tobias, était un marchand d'épices prospère, respecté dans son milieu, qui possédait suffisamment d'argent pour s'offrir des fenêtres en verre et une éducation pour ses filles, mais pas assez pour être autre chose qu'une curiosité dans les cercles où évoluaient les rois. Sa mère, Edith, avait une grand-mère de sang noble, ce que tout le monde dans la famille mentionnait, mais dont personne en dehors de la famille ne se souciait. Mais les loups restaient des loups, le statut social importait, le lien importait davantage. Et si les dieux avaient décidé que Morin, de la maison marchande d'Aldenmere, allait être uni à un roi, alors les dieux trouveraient un moyen d'y parvenir. Elle ne s'était simplement pas attendue à ce que ce moyen implique que le roi se présente à la porte d'entrée. Elle était à mi-chemin dans les escaliers lorsqu'elle entendit la voix de son père se briser dans un registre qu'elle n'avait jamais produit auparavant. Quelque chose entre la révérence et la panique. Elle ouvrit elle-même la porte d'entrée, sachant que cela horrifierait la gouvernante. Elle trouva le roi Charles d'Arturia debout dans leur cour. Il la regarda, debout pieds nus sur le seuil de sa propre porte, un livre encore à la main, et il lui sourit chaleureusement et sans hâte, comme s'il avait tout le temps du monde et avait décidé d'en passer une partie à se laisser charmer par elle. « Je déteste les cérémonies, » dit-il en guise de salutation. « Vous devez être Morin. » Derrière elle, elle entendit sa mère émettre un son qui ressemblait surtout à des sanglots. Elle ne fit pas de révérence. L'instinct était là. 17 ans de préparation l'avaient profondément ancré en elle. Mais quelque chose dans l'amusement de son regard lui donna envie de ne pas lui donner cette satisfaction. « Vous devez être le roi, » dit-elle. Il rit. Elle crut que c'était sincère. Elle croirait beaucoup de choses à son sujet au cours des 3 mois qui suivirent. La cour était belle, comme un piège bien conçu et beau par son savoir-faire, par le soin apporté à sa construction, par la façon dont il s'adaptait si précisément à sa silhouette. Il se souvenait de tout ce qu'elle disait, non pas comme un homme qui fait preuve d'attention, mais comme quelqu'un qui catalogue des informations. Elle disait quelque chose en passant, et cela réapparaissait quelques semaines plus tard, discrètement intégré dans quelque chose qu'il faisait. Elle avait mentionné les fleurs sauvages. Tous les bouquets qu'il lui offrait après cela sentaient la prairie. Elle avait mentionné qu'elle trouvait les banquets formels épuisants, le spectacle qu'ils représentaient. Il avait commencé à l'inviter à des dîners plus intimes, juste eux deux, où elle pouvait parler sans calculer chaque mot à l'avance. Elle était tombée amoureuse de lui comme on lui avait toujours déconseillé de le faire, sans beaucoup de dignité, plus vite qu'il n'était raisonnable pour une fille de marchande courtisée par un roi. Elle ne lui avait pas posé de questions directes sur ses épouses précédentes. Cela lui semblait indélicat. Il avait été marié 2 fois auparavant.
Toutes deux étaient mortes, l'une en couche, l'autre de fièvre. Il parlait d'elle avec une tristesse qui semblait sincère, le regard doux et distant. Elle s'était sentie coupable d'avoir posé cette petite question. Personne ne l'avait prévenue. Personne à Aldenir, dans la capitale, pendant les longues semaines qu'elle avait passées à la cour avant le mariage, ne lui avait dit ce qu'elle avait besoin d'entendre. Les épouses du roi ne meurent pas. Les épouses du roi disparaissent. Elle ne le savait pas. Elle ne connaissait que la prophétie, les fleurs sauvages et la façon dont il la regardait parfois, comme si elle l'avait surpris. Elle connaissait la chaleur de la morsure d'accouplement lorsqu'elle se produisait. Ses dents sur son cou, la douleur se transformant en chaleur, puis en une profonde sensation de stabilité, familière et juste, la chose la plus naturelle au monde pour deux loups. Et elle avait touché la marque ce matin-là avec quelque chose qui s'apparentait à de la révérence. Elle était si certaine de ce que cela signifiait. Elle en était toujours certaine lorsqu'il vint dans ses appartements ce soir-là, avec un sourire, une torche et une surprise à lui offrir. Un jardin secret dans l'aile ancienne, des roses intactes depuis des décennies. Il pensait qu'elle l'adorerait, et elle l'avait suivi volontiers à travers les passages secrets du château, sa main dans la sienne, le cœur entièrement ouvert. Elle n'avait pas eu peur jusqu'à ce que le sol disparaisse. Il lui avait dit « Ferme les yeux », et elle l'avait fait parce qu'elle lui faisait confiance. Parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle était le genre d'idiote qui croyait aux prophéties. Elle sentit le sol changer sous ses pieds, de la moquette à la pierre, puis à quelque chose de plus rugueux, et l'air avait changé aussi, plus froid et plus humide que n'importe quel jardin, mais elle avait gardé les yeux fermés et avait continué à marcher. Puis sa main avait lâché la sienne. Puis sa paume avait trouvé le centre de son dos. La poussée n'avait pas été forte. Ce n'était pas nécessaire. Elle était déjà au bord et une seule poussée ferme avait suffi pour que le sol disparaisse. Et elle tomba pendant 3 secondes dans l'obscurité. Au-dessus d'elle, l'homme qu'elle aimait recula du bord. Et son expression, la dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'envahisse, n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement. Elle dut rester sur le rebord pendant 3 heures, peut-être 4. La tanière avait sa propre horloge. Le lent mouvement de la lumière de la lune à travers la fissure du plafond. La façon dont le froid s'intensifiait au fur et à mesure que la nuit avançait, et le rythme de la respiration du dévoreur en dessous d'elle, qui était progressivement passé de la cadence rapide d'un animal en chasse à quelque chose de plus régulier, plus épuisé que calme. Elle avait utilisé ce temps pour observer, cataloguer, réfléchir. La tanière était grande, plus grande que n'importe quelle grotte naturelle. Elle avait été creusée ou construite. Elle ne savait pas trop. Ses parois étaient taillées en longues lignes délibérées qui témoignaient de l'intervention humaine, même sous des siècles de crasse. Il y avait des marques sur les parois. Elle ne pouvait pas les lire depuis le rebord, mais elle pouvait voir leur forme. Régulière, répétée, ce n'étaient pas les griffures aléatoires d'un animal, mais quelque chose d'intentionnel, quelque chose que quelqu'un avait besoin de dire. Les os se trouvaient dans le coin le plus éloigné. Elle les avait vus lorsque la lumière de la lune avait changé. Il y en avait plus qu'elle ne l'avait d'abord pensé, certains anciens, d'autres moins, ainsi que des tissus, de la soie et du lin, et ce qui était sans aucun doute l'ourlet brodé d'une robe de mariée. Son estomac avait alors fait quelque chose de compliqué. Une femme à chaque pleine lune, calcula-t-elle en retraçant la chronologie de ce qu'elle savait. Charles était roi depuis 7 ans. Sa première femme était morte, avait disparu, 3 ans après son mariage. Sa deuxième, 1 an plus tard, et maintenant elle. Le royaume croyait à la fièvre et à l'accouchement. On avait donné au royaume des histoires crédibles, et il avait choisi de les croire parce que c'était plus facile que de poser des questions sur un roi. Elle regarda le dévoreur. Il n'avait pas bougé du sol depuis plus d'1 heure. Ses yeux étaient ouverts, le mangeur la regardait avec cette terrible patience argentée, et elle se surprit à remarquer à nouveau ce qu'elle ne pouvait expliquer de manière sensée. La qualité de son épuisement. Pas l'absence terne d'une bête au repos, quelque chose de lourd et de continu, comme un homme qui porte un chagrin depuis si longtemps qu'il a oublié ce que son corps ressent sans lui. Il avait essayé de la tuer 4 fois. Elle en avait la preuve sur ses mains, son épaule et sa joue. Il avait également une crête royale brûlée sur le dos, comme une marque apposée par la main de quelqu'un d'autre. « Je ne sais pas ce qu'on t'a fait », dit-elle doucement, testant sa propre voix dans le silence. Mais ce n'était pas rien. L'oreille du dévoreur bougea, se tournant vers elle comme l'oreille d'un loup se tourne vers un son qu'il essaye de comprendre. Il ne grogna pas. Morin enregistra cette information. Elle leva les yeux vers le plafond scellé, vers la fissure par laquelle passait le clair de lune,
et vers la pierre qui avait été traînée devant la seule ouverture. Et elle sentit la forme complète de l'endroit où elle se trouvait s'installer dans son corps, comme une pierre tombant dans une eau calme, enfermée, sans porte, sans loquet à crocheter, sans poignée à forcer, juste de la roche solide et la bête en dessous, et les os dans le coin et la marque sur son cou, qui était censée être de l'amour. Elle pensa à sa mère, à la prophétie sur le mur de son père, aux yeux bruns chaleureux de Charles et au soulagement sur son visage lorsqu'elle tomba. Elle appuya son dos contre le mur, regarda la bête et prit une décision. Elle n'allait pas mourir ici. Et avec une certitude qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer et qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait, elle ne pensait pas qu'il allait la laisser faire. Elle ne descendit pas du rebord le premier jour. Elle s'assit, les genoux repliés contre sa poitrine, le froid s'insinuant à travers ses vêtements, et elle parla. Non pas parce qu'elle avait un plan, non pas parce qu'elle croyait que cela fonctionnerait. Elle parla comme parle une personne qui a été seule avec quelque chose d'insupportable assez longtemps pour que le silence commence à lui sembler être un deuxième ennemi. « Il est venu lui-même à la porte de mon père, dit-elle. » Sa voix était rauque à cause du manque d'usage, du froid, et des 3 jours passés à respirer un air qui avait le goût du fer et de la vieille pierre. En dessous d'elle, le dévoreur arpentait son chemin usé, mais sa tête était tournée vers elle. Il écoutait, ou quelque chose qui s'en rapprochait suffisamment pour que la différence n'ait pas d'importance. Pas de cérémonie. Il disait qu'il méprisait les cérémonies. Je pensais que cela signifiait qu'il était différent. Elle appuya son dos plus fort contre le mur. Je pensais beaucoup de choses. Elle lui raconta tout. La cour, les fleurs sauvages, les petits dîners et la façon dont il se souvenait de tout ce qu'elle disait. La prophétie que son père avait encadrée et accrochée au mur. Sa mère en larmes. Dick s'étend à se préparer à un destin qui s'était avéré être une livraison. Il m'a mordu, et j'ai remercié les dieux pour cela, dit-elle. Ces mots avaient un goût amer. J'ai touché la marque toute la matinée, comme si c'était quelque chose de sacré. Je l'ai suivie dans l'obscurité, les yeux fermés, parce qu'il me l'avait demandé. Elle s'est interrompue et a baissé les yeux. La bête avait cessé d'arpenter la pièce. Elle se tenait désormais juste en dessous d'elle, le regard levé, ses yeux argentés fixes et immobiles dans l'obscurité. Puis il m'a poussé. Le dévoreur n'a émis aucun son. « Je sais que tu me comprends, a-t-elle dit. Je le sais depuis la première nuit. Et je sais que tu n'es pas ce qu'ils ont fait de toi vu d'ici. » Elle regarda ses yeux argentés pendant un long moment. « Je le vois. Quoi que ce soit, je le vois chaque fois que tu me regardes. Cela ressemble à ce que je ressens depuis 3 jours. » Elle laissa le silence s'installer. « Cela ressemble à une trahison. » La tête de la bête s'abaissa légèrement, sans rompre le contact visuel, juste s'abaissant. De la même manière qu'une personne baisse la tête quand quelque chose de vrai la touche là où elle ne s'y attendait pas. Moran se détacha du mur. « Je descends, dit-elle. J'ai peur, je veux être honnête à ce sujet, mais je ne crois pas que tu veuilles me tuer. » Elle passa ses jambes par-dessus le rebord. « Je ne pense pas que tu aies jamais voulu tuer qui que ce soit. » Elle descendit lentement en le regardant tout le long du chemin. Le dévoreur ne bougea pas. Lorsque ses bottes touchèrent le sol de la tanière, elle se redressa et lui fit face à travers 3,5 mètres de pierre froide, et son cœur battait très fort dans ses oreilles. Mais elle ne s'enfuit pas. La bête l'observait. Elle la regardait comme quelque chose qui a oublié ce que c'est que d'être regardé sans broncher. Ses narines bougeaient. En la lisant, elle comprit la peur qu'elle ressentait, le chagrin, la colère qui se cachait derrière. Il resta parfaitement immobile, lut tout cela et ne fit aucun geste vers elle. « Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, dit-elle. Sa voix resta ferme, mais je vais le découvrir et quand je le saurai, je vais réparer cela. » Elle croisa son regard argenté. « Ce n'est pas une gentillesse, c'est une promesse. » Le dévoreur la regarda longuement. Puis il se retourna, marcha jusqu'au fond de la tanière et s'allongea face au mur. Et tout dans sa façon de faire, la lourdeur ou l'absence de tension dans son corps, disait la même chose. Pas le sommeil, pas le repos, la défaite. Cela était plus difficile à regarder que la faim. Elle trouva l'eau elle-même le 2e jour. Une fine coulée le long du mur et s'accumulait dans un bassin rocheux peu profond. Elle but, remplit ce qu'elle pouvait transporter dans ses mains et commença à longer les murs. Elle cherchait une issue. Elle passa ses paumes sur toutes les surfaces, à la recherche de variations, de changements de température ou de mouvements d'air, de la résonance creuse qui pourrait signifier quelque chose de l'autre côté. Le dévoreur l'observait depuis son emplacement à l'autre bout de la tanière, sans la suivre, sans intervenir, supportant sa présence comme on supporte le temps.
Elle trouva les inscriptions le troisième jour. Elles couraient le long de la base du mur nord en ligne continue, gravées dans l'écriture formelle des premiers siècles du royaume. Des lettres anciennes, profondément gravées par quelque chose qui avait nécessité des griffes et de la patience pour être fait avec soin. Elle s'accroupit et lut. D'abord les noms, puis les dates, et à côté de chacun, quelques lignes, pas exactement des archives, plutôt le genre de mots écrits, quand les mots sont la seule chose qui reste à offrir. Helena de la maison Vos, pleine lune du mois de la tempête. Elle fredonna dans l'obscurité, et ce fut le son le plus terrible et le plus beau que j'ai jamais entendu. Elle ne méritait pas cette fin. Morin appuya ses doigts sur les lettres. Oh, elle regarda la longueur du mur et compta. 2 noms, seulement 2, tous 2 récents, tous 2 datant des 3 dernières années. Elle s'attendait d'en trouver davantage, et le soulagement d'en trouver seulement 2 se compliqua immédiatement lorsqu'elle réalisa qui étaient ces 2 femmes. La première épouse du roi Charles serait morte en couche. La seconde serait morte de fièvre. Elle se leva lentement, se retourna et regarda le dévoreur de l'autre côté de la pièce. Il n'avait pas bougé, toujours face au mur, portant toujours sa défaite comme un poids physique. 2, dit-elle, et rien avant cela, pendant 3 ans. L'oreille du dévoreur bougea. La belle-mère avait commencé cela lorsque Charles était devenu roi. Elle reconstituait le puzzle à voix haute, comme elle l'avait toujours fait, en décrivant les choses jusqu'à ce qu'elles se révèlent, ce qui signifie que tu n'as pas toujours été ainsi. Elle traversa lentement la pièce jusqu'à se retrouver plus près qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. « Qui étiez-vous » Le dévoreur tourna la tête, puis fit quelque chose à quoi elle n'était pas préparée. Il se leva et se déplaça, non pas vers elle, mais vers la partie du mur à gauche des inscriptions, où la pierre était plus récente et les gravures plus récentes. Il posa une griffe contre le mur et, avec une lenteur qui lui coupa le souffle, grava un seul mot dans la pierre. Elle s'approcha et le lut. Kius, elle eut le souffle coupé. Elle connaissait ce nom. Tous les loups du royaume connaissaient ce nom. Le roi Alpha Cyrus, fils aîné de l'ancien roi, héritier légitime du trône d'Artoria. Mort depuis 4 ans, on disait qu'il était mort avant d'avoir pu être couronné. Pas de corps, pas de tombe, seulement le chagrin de la belle-mère et le couronnement de Charles dans le même mois. Elle regarda la bête, le blason royal gravé dans sa colonne vertébrale, visible maintenant qu'elle se tenait de profil dans la pénombre. Les yeux argentés qui la regardaient avec cette attention ancienne et épuisée. « Elle ne t'a pas tué, dit Morin. Elle t'a rendu pire que mort. Elle comprenait parfaitement maintenant. Le vieux roi affaibli par la maladie. Une belle-mère connaissant la magie ancienne. Un beau-fils qui se dressait entre son fils et le trône. Une malédiction qui transformait l'héritier en un monstre qui avait besoin d'être nourri. Et une alimentation qui nécessitait du sang royal, ce qui signifiait un mariage. Ce qui signifiait que Charles avait besoin d'une raison pour continuer à se marier et que ses épouses avaient besoin d'une raison pour continuer à disparaître. Un système cruel parfaitement hermétique, conçu pour durer indéfiniment. Elle pensa à ses parents, à la prophétie sur le mur, à la facilité avec laquelle on pouvait piéger quelqu'un si l'on comprenait ses croyances. La colère monta en elle, silencieuse, profonde et résolue. « Je vais trouver un moyen de sortir de ce mur, dit-elle. Et ensuite, je vais brûler ce qu'ils ont construit. » Elle soutint le regard de Cyrus, le nôtre à tous les deux. Je le pense vraiment. La bête la regarda. Quelque chose bougea dans ses yeux argentés, trop complexe pour être nommé, trop délibéré pour être ignoré. Il soutint son regard pendant 3 secondes entières avant de détourner les yeux. Elle prit cela pour ce que c'était, un début. Les jours qui suivirent marquèrent le début de quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle parlait tout en travaillant sur les murs. C'est ainsi que cela a commencé. Elle remplissait le silence parce que le silence rendait la tanière plus petite. Elle racontait ses pensées à voix haute parce que c'était ainsi qu'elle réfléchissait le mieux. Mais progressivement, presque sans qu'elle s'en aperçoive, cela devint moins une narration et plus une conversation. Elle disait quelque chose et faisait une pause, et Cyrus répondait, non pas avec des mots, mais avec le langage précis et lisible que son corps avait développé au fil des années, où il avait dû communiquer sans parole. En tournant l'oreille pour attirer l'attention, en clignant lentement des yeux pour montrer qu'il comprenait, en inclinant la tête d'un certain angle qui signifiait qu'elle avait dit quelque chose qui avait touché une corde sensible. Elle apprit son vocabulaire et il apprit le sien, et la distance entre eux se réduisit non pas de façon spectaculaire, mais progressivement, grâce à l'accumulation quotidienne de la proximité de sa voix et de son attention, et à la facilité croissante d'être connue. Le 9e jour, elle s'assit dos contre le mur nord et relut ses inscriptions.
Il vint s'allonger à 2 mètres d'elle, et aucun d'eux n'y prêta attention. Le 11e jour, elle travaillait sur une partie du mur près du coin ouest, un endroit qu'elle avait identifié grâce à la résonance sous ses paumes, et elle le sentit s'installer derrière elle, suffisamment près pour que la chaleur de son corps la parvienne à travers le froid. Elle ne cessa pas de travailler, mais elle se sentit plus stable. Elle y repensa plus tard à quel point elle se sentait stable avec une bête derrière elle. La pleine lune est apparue le 14e jour. Elle le savait avant même de le sentir. Cyrus le lui a dit à sa manière, avec le retour de son agitation, ses allées et venues nerveuses qu'elle avait reconnues dès la première nuit, ses yeux assombris par un mélange de crainte et de honte. Il gardait délibérément ses distances avec elle, d'une manière qui semblait protectrice, revêtant le costume du retrait. « La fin arrive », a-t-elle dit. Le 2e jour, ce n'était plus une question. Il cessa d'arpenter la pièce, la regarda, détourna les yeux. « Ce n'est pas ta faute, dit-elle. Quoi qu'il arrive, rien de tout cela n'a jamais été ta faute. » Il la regarda alors avec ses yeux argentés, sans aucune défense, pendant un instant. Et ce qu'il y avait dans son regard brisa quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne savait pas nommer et qu'elle n'essaya pas de nommer. La nuit de la pleine lune, la pierre au-dessus d'eux s'écarta. Le clair de lune inonda la pièce, et une silhouette tomba de l'ouverture et heurta violemment le sol. Et avant que Moiraine ait eu le temps de reprendre son souffle, la faim s'empara de Cyrus. Elle vit la scène se dérouler. Elle vit le contrôle qu'il avait mis 14 jours à construire s'effondrer en quelques secondes, balayé par quelque chose de plus ancien et de plus fort que la volonté. Et il traversa la pièce avant que la fille ait eu le temps de se relever. Moiraine bougea. Elle traversa la pièce, s'interposa entre eux, écarta les bras et dit « Arrête !» La fille derrière elle hurla. Moiraine sentit la chaleur de Cyrus dans son dos, assez proche pour sentir chacun de ses souffles, et elle ne bougea pas. « Grace !» dit-elle sans se retourner. La fille avait crié un nom à un moment donné. Elle l'avait retenu. « Je m'appelle Moiraine. » Avance lentement vers le mur de gauche. Elle entendit des bruits derrière elle. Puis elle se retourna et fit face à Cyrus. Il tremblait, immobile, figé comme une pierre, mais son immobilité même vibrait, chaque muscle pris dans une lutte entre la faim qui le tenaillait et quelque chose qu'il ne pouvait tout à fait dominer. Ses yeux trouvèrent son visage et s'y fixèrent, désespérés d'une manière qui traversait tout le bruit de la faim et appuyait directement sur l'endroit de sa poitrine qui s'ouvrait depuis 14 jours. « Je sais, dit-elle doucement. Elle s'approcha de lui. « Je sais à quel point c'est difficile. Je sais que tu peux m'entendre malgré tout. » Elle leva la main et posa sa paume contre sa mâchoire, comme elle l'avait fait le 11e jour. « Elle est sous ma protection. Et tu es plus fort que ce qu'ils ont fait de toi. » Elle soutint son regard. « Reste avec moi, Cyrus. » Le son qui sortit alors de sa bouche se propagea dans la pièce et se heurta au mur, sans pouvoir s'échapper. C'était le son le plus humain qu'elle ait jamais entendu sortir d'une gorge inhumaine. Les tremblements ralentirent. La faim ne disparut pas. Elle pouvait la voir dans la tension autour de ses yeux, dans la ligne crispée de sa mâchoire, mais elle devint quelque chose qu'il retenait plutôt que quelque chose qui le retenait. Il respirait lentement, de manière saccadée et contrôlée. Ses yeux restaient fixés sur son visage. Grace, plaquée contre le mur du fond, poussa un son qui traduisait surtout son incrédulité. Moiraine garda sa main où elle était jusqu'à ce que le pire soit passé. Dans les jours qui suivirent, elle travailla le mur ouest de toutes ses forces. Grace travaillait à ses côtés. Cela avait commencé le lendemain de la pleine lune. Moiraine s'était levée avant le lever du jour et s'était rendue directement à la partie creuse du mur ouest, et en moins d'1 heure, elle avait entendu des pas derrière elle. Grace, toujours vêtue de sa robe de mariée déchirée, se tenait à quelques mètres derrière elle, les bras croisés sur la poitrine et le menton levé, comme pour dire qu'elle avait pris une décision et qu'elle n'était pas disposée à en discuter. « Dis-moi ce que nous faisons, » dit-elle. Moiraine lui raconta tout. Cyrus, la malédiction de la belle-mère, la machine de Charles, les inscriptions sur le mur. Grace écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, un court silence s'installa. « Il est venu dans mon village, » dit Grace. Elle avait du mal à contrôler sa voix. « Un devin m'a désigné comme sa compagne. Ma mère a pleuré de joie. Mon père l'a annoncé à tout le village. » Elle regarda le mur. Ma petite sœur n'arrêtait pas de dire « Tu vas devenir reine, Grace. » Elle était si fière. Elle serra les mâchoires. Elle pense toujours que je suis dans le château en ce moment, en train de manger dans des assiettes en argent. Moiraine posa la pierre qu'elle utilisait. Elle se tourna vers Grace et la regarda droit dans les yeux. « Quand nous sortirons d'ici, ta sœur saura exactement ce que tu as survécu.
Et l'homme qui a fait naître cette expression sur le visage de ta mère devra répondre de ses actes. Elle soutint le regard de Grace. Je t'ai promis de te protéger. Je le pensais vraiment. Grace scruta son visage pendant un moment, à la recherche d'une faille. Elle n'en trouva aucune. Alors franchissons ce mur, dit-elle. Elles travaillèrent jusqu'à ce que leurs doigts saignent, épaule contre épaule, frappant à tour de rôle la partie creuse, trouvant un rythme, l'une frappant tandis que l'autre écoutait le moindre changement dans la résonance sous la pierre. Elle ne progressait pas. Le mur tenait bon. Bien sûr qu'il tenait bon. Il avait été construit pour contenir quelque chose de bien plus fort qu'elles deux. Morin s'assit sur ses talons et regarda ses mains. Puis elle regarda Cyrus. Il était dans son coin. Il était dans son coin depuis l'arrivée de Grace, observant, présent, mais retiré d'une manière qui ressemblait moins à de la distance qu'à une rage, comme s'il l'avait regardé se placer devant Grace et avait compris quelque chose qui lui avait pris le peu qui le maintenait en vie. Elle traversa le salon et s'assit devant lui. Il la regarda avec des yeux présents, épuisés et résignés. « Je ne peux pas y arriver seule, dit-elle. Il regarda le mur. « Va-t'en, Cyrus. » Elle attendit que ses yeux reviennent vers elle. « Je sais ce que c'est que la défaite. Je l'ai ressenti la première nuit, quand j'ai compris ce qu'il avait fait. Je l'ai ressenti quand j'ai compté 2 noms sur ce mur et que j'ai su qui ils étaient. » Elle ne détourna pas le regard. « Mais je suis toujours là parce que j'ai décidé que les gens qui ont construit ce piège n'auraient pas le dernier mot. » La bête ne dit rien. Elle respira. « Tu es ici depuis 4 ans, dit-elle. 4 ans de ça. La faim, la culpabilité, les noms sur le mur. Je comprends pourquoi il ne reste plus rien en toi. » Elle s'est penchée en avant. « Mais j'ai besoin que tu entendes ceci. Ce qu'ils t'ont fait est une véritable monstruosité. Pas toi. Jamais toi. » Elle a soutenu son regard de toutes ses forces. Les monstres ne gravent pas les noms des femmes qu'ils ont été contraints de blesser sur des murs de pierre pour qu'elles ne soient pas oubliées. Les monstres n'écoutent pas la raison au milieu d'une faim qui pourrait raser un bâtiment. Mais tu as fait les deux. Sa voix était basse, calme et sans aucune affectation. Tu n'es pas un monstre, Cyrus. Tu es un roi qui attend depuis 4 ans que quelqu'un vienne lui dire cela. La tanière était plongée dans un silence absolu. Quelque chose bougea dans ses yeux argentés, lentement, énormément, et d'une manière totalement nouvelle. Ce n'était pas encore de l'espoir. Pas complètement. Mais la source de l'espoir s'était ouverte pour la première fois depuis 4 ans, laissant entrer l'air. Il regarda le mur ouest, la partie creuse qu'elle avait attaquée seule. Puis il la regarda, pour la première fois depuis qu'elle était tombée dans cette tanière. Cyrus, le dévoreur, le roi Alpha, le souverain légitime d'Artoria, se leva, non pas poussé par la faim, ni par l'attraction de la pleine lune, mais par quelque chose qu'il avait choisi. Morin se leva à ses côtés. « Ensemble, dit-elle. » Il se tourna vers le mur. Le mur s'écroula le 5e jour. Pas d'un seul coup. Il ne s'effondra pas dans un fracas spectaculaire comme elle aurait pu l'imaginer dans une autre vie. Cela commença par une fissure. Une seule fracture allant du sol au plafond que le premier coup de Cyrus avait ouverte comme une couture dans un tissu. Puis un deuxième coup l'approfondit. Et un troisième envoya un morceau de pierre de la taille d'une porte s'écraser vers l'intérieur et s'écraser au sol dans un nuage de poussière et d'air froid. Morin et Grace se sont plaqués contre le mur latéral pendant que les débris retombaient. Lorsque la poussière s'est dissipée, elle a regardé Cyrus. Il respirait fort, sa grande tête baissée, la force du coup encore visible dans la tension de ses épaules. 4 années de défaite ne disparaissent pas du corps dès que la volonté revient. Elle pouvait voir l'effort que cela lui avait coûté, et derrière cela, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. Une satisfaction, petite et nouvelle, qui lui appartenait entièrement. « C'est cela, dit-elle, Ning, que tu as porté en toi tout ce temps. » Il la regarda, clignant lentement des yeux. Elle regarda le passage au-delà du mur brisé, étroit, sombre, montant en pente raide, qui n'avait pas été construit pour une bête de sa taille, mais par des mains humaines, et qui, par conséquent, menait forcément à un endroit habité par des humains. Elle se tourna vers Grace. « Reste près de moi, dit-elle. Ne t'arrête pas de bouger. Quoi qu'il arrive dans ce château, reste derrière lui et ne te retourne pas. » Grace acquiesça. Son visage était pâle, déterminé et entièrement résolu. Morin se tourna vers Cyrus. Elle posa sa paume contre le côté de sa mâchoire une dernière fois ici, dans cette tanière qu'il avait retenue pendant 4 ans parmi les inscriptions sur les murs, dans le froid et l'obscurité qui avaient été tout son univers. Elle le sentit se presser légèrement contre sa main. Juste assez. « Allons chercher ton trône, dit-elle.
Le passage serpentait vers le haut sur ce qui semblait être un demi-mile, se rétrécissant puis s'élargissant, et l'air changeait à mesure qu'il montait, perdant l'odeur de fer de la tanière pour laisser place à la fumée, au souffle et à la chaleur vivante d'un château en activité. Morin menait la marche, la main sur le mur, ses sens de loup tendus à leur limite. Grace était une présence constante à ses côtés. Derrière elle, Cyrus se déplaçait dans un silence remarquable pour quelqu'un de sa taille, comme si la tanière lui avait appris à se faire aussi petit que possible, même lorsqu'il n'en avait plus besoin. Le passage se terminait par un mur qui n'était pas en pierre, mais en bois, un panneau. Elle en tâta les bords, trouva le loquet, et il s'ouvrit sur un couloir de stockage bordé de tonneaux et d'herbes suspendues qui se balançaient dans le courant d'air soudain. Vide. Elle expira. Ils avancèrent. Le château était plongé dans le calme de la fin de soirée. La grande salle s'éteignait après le dîner. Les couloirs se vidaient. Morin connaissait la disposition des lieux. 3 semaines en tant que reine lui avaient au moins appris cela. Elle savait où se trouvait la grande salle, où se trouvait la salle du trône et, plus important encore, où Charles tenait sa cour du soir avec les nobles qui restaient tard pour s'attirer ses faveurs. Elle devait traverser 3 couloirs avant d'arriver en terrain découvert. Le premier était vide. Le deuxième était occupé par 2 gardes qui se retournèrent au bruit des pas et virent Morin et Grace. Ils eurent le temps d'afficher leur confusion avant que Cyrus ne sorte de l'ombre derrière eux et que la confusion ne se transforme en quelque chose de complètement différent. Ils s'enfuirent. Morin ne leur en voulut pas. Elle continua d'avancer. Le 3e couloir débouchait sur la galerie supérieure au-dessus de la grande salle, et c'est là que le château les trouva. Un serviteur qui tournait au coin se figea, regarda Cyrus, remplit le couloir derrière 2 femmes en robe de mariée déchirée et hurla. C'était le genre de cri qui n'avait pas besoin d'être traduit. Une pure alarme se propageant à travers la pierre et le bois avec l'efficacité d'une cloche. En bas, dans la grande salle, elle entendit immédiatement la réponse. Des voix s'élevaient, des chaises racléant le sol, le chaos organisé particulier d'un espace gardé passant en alerte. Morin regarda Cyrus. Il la regarda en retour avec ses yeux argentés. Et elle le vit. La nouveauté, la détermination, ce qu'elle l'avait convaincu de croire qu'il méritait. C'était désormais pleinement éclairé. Cela s'était construit depuis le premier coup porté contre ce mur, et cela ne pouvait plus être remis en question. Elle s'écarta. Cyrus marcha jusqu'à la balustrade de la galerie et regarda dans la grande salle en contrebas. Et ce qui se passa ensuite fut quelque chose que les personnes présentes dans cette salle raconteraient toute leur vie à leurs enfants et petits-enfants dans les tavernes, les salles du conseil et les moments calmes avant de s'endormir. La nuit où le dévoreur sortit de l'obscurité avec une femme marchant à ses côtés. Il ne sauta pas de la galerie. Il emprunta les escaliers, ce qui était en quelque sorte plus terrifiant. La lande délibérée, chaque marche gémissant sous son poids. La grande salle en contrebas se vida en une vague alors que nobles et serviteurs se précipitaient vers les murs, les portes et tout espace disponible. Les gardes levèrent leurs armes, puis regardèrent ce contre quoi ils s'apprêtaient à les utiliser, et plusieurs d'entre eux prirent la décision sensée de reculer. 3 ne le firent pas. Ils arrivèrent par les côtés avec de longues lances, des hommes entraînés, des hommes courageux, suivant leur instinct et leurs ordres. Cyrus balaya 2 d'entre eux d'un mouvement presque doux, les envoyant glisser sur le sol de la salle sans les blesser. Le 3e resta sur place et Morin dit « Il ne te fera pas de mal si tu te rends ». Et quelque chose dans sa voix, sa fermeté, sa certitude, fit baisser la lance de l'homme d'1 centimètre, puis de 2, puis complètement. Lorsque Morin et Grace descendirent dans la salle, la pièce leur appartenait. Charles était dans la salle du trône. Bien sûr. Il avait dû entendre le tumulte et s'était dirigé vers le pouvoir plutôt que de s'en éloigner. C'était tout lui, où elle comprenait maintenant. Un homme qui avait toujours été attiré par ce qui le rassurait le plus, à savoir le trône, la couronne et la machine que sa mère avait construite pour lui. Elle avait autrefois confondu cette gravité avec de la confiance. Elle ne refit pas 2 fois la même erreur. Il se tenait sur le dais lorsqu'ils entrèrent, et à ses côtés se tenait la femme que Morin avait rencontrée 3 semaines auparavant, sa belle-mère, la reine Séraphine, la mère de Charles, la belle-mère qui avait regardé sa nouvelle belle-fille avec des yeux chaleureux et lui avait dit « Bienvenue dans notre famille, ma chère », tout en pensant toute autre chose. C'était une petite femme. Morin avait toujours trouvé cela légèrement incongru par rapport à l'ampleur de ce qu'elle avait accompli. Petite, posée, vêtue de gris,
Elle dégageait d'une aisance qui ne venait pas du calme, mais d'une confiance absolue dans le fait que chaque situation était déjà sous contrôle. Cette confiance ne survécut pas à l'instant où Cyrus franchit la porte de la salle du trône. Charles recula d'abord de 2 pas involontaires, son talon heurtant le bord du dais. Son visage fit ce que font les visages lorsque l'histoire qu'ils se racontent se heurte à quelque chose qui ne cadre pas avec elle. Il s'était attendu à ce que le dévoreur reste dans son antre. Il avait construit toute sa vie sur l'hypothèse qu'il resterait dans son antre. Pendant 4 ans, le système avait tenu bon, le trône lui avait appartenu, et le monstre dans le sous-sol était devenu le problème de quelqu'un d'autre. Il n'avait pas prévu Morin. C'est impossible, Seraphine dit d'une voix posée. Elle regardait Morin, pas Cyrus, ce qui en disait long à Morin, sur l'endroit où résidait depuis toujours la véritable intelligence dans cette pièce. Tu devrais être mort. Je sais, répondit Morin. Elle s'avança jusqu'à se tenir au centre de la salle du trône, et Cyrus vint se placer à ses côtés. Elle sentit la chaleur de son corps contre son épaule, comme elle l'avait senti à travers le mur du repère le 11e jour. Reste calme, tu as construit un très bon piège, mais tu ne l'as pas construit pour quelqu'un qui était attentif. Les yeux de Seraphine se posèrent sur Cyrus. Quelque chose y scintilla, pas de la culpabilité. La culpabilité aurait nécessité l'aveu que quelque chose n'allait pas. Ce qui traversa son visage s'apparentait davantage à du calcul, la réévaluation rapide d'une situation qui venait de changer. C'était nécessaire. Elle avait dit que la malédiction devait être nourrie. L'alternative était de la laisser détruire entièrement la ligne royale. Je protégeais. Tu protégeais la couronne de ton fils. Morin dit ces mots d'une voix très plate et très claire. La façon dont les mots sortent quand la colère les a imprégnés suffisamment longtemps pour brûler tout ce qui est inutile. Tu n'as pas maudit un homme qui te faisait confiance. Tu lui as donné des femmes en pâture, des femmes avec des familles, des femmes avec des sœurs qui pensent encore qu'elles mangent dans des assiettes en argent parce que c'était pratique, parce que cela permettait de garder le secret et de maintenir ton fils sur un trône qui n'était pas le sien. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Et tu t'es dit que c'était nécessaire pour ne pas avoir à utiliser le mot qui convenait. La salle du trône était très calme. Seraphine la regarda de ses yeux calculateurs et ne dit rien. Morin se tourna vers Cyrus. Il regardait sa belle-mère avec 4 années de captivité gravées sur son visage. La faim, la culpabilité, les noms sur le mur, le froid et tout le reste. Tout ce qu'elle l'avait vu porter depuis la nuit, où elle était descendue de la corniche et l'avait trouvé déjà vaincu. Il regardait l'architecte de tout cela. Sa mâchoire était crispée et ses yeux argentés brûlaient. Morin leva la main et la posa sur sa mâchoire. Il ne détourna pas les yeux de Seraphine, mais elle sentit son souffle. « Tu n'es pas un monstre », dit-elle doucement, à son intention uniquement. « Tu ne l'as jamais été, et c'est fini maintenant. » Elle appuya sa paume à plat contre l'écusson royal sur sa colonne vertébrale. Cette marque argentée, la marque de Seraphine, le sceau de la malédiction, gravé dans sa chair 4 ans auparavant dans l'obscurité. Elle le sentait sous sa main comme un charbon encore chaud, et elle sentit le lien de compagnonnage sur son cou pulsé en réponse au sang royal que Charles lui avait donné pour nourrir la bête, désormais réutilisé pour renverser la magie qu'il avait créée. Elle n'avait pas prévu cela, elle ne le comprenait pas tout à fait, mais certaines choses ne nécessitent pas d'être comprises. Certaines choses ne nécessitent que la volonté de poser sa main sur la blessure de quelqu'un et de la maintenir là, la chaleur s'accumulant entre sa paume et la main. Cyrus se raidit. Un frisson parcourut tout son corps, violent et prolongé, et elle garda sa main exactement où elle était et ne broncha pas. Le frisson s'intensifia. La fourrure noire sous sa paume bougea. L'énorme corps à côté d'elle semblait se comprimer et se dilater à la fois, comme si quelque chose qui avait été contraint à une forme incorrecte pendant 4 ans était enfin autorisé à retrouver sa véritable forme. Grace, debout dans l'embrasure de la porte, émit un son qu'elle serait incapable de décrire plus tard. Charles trébucha et tomba complètement du dais. Seraphine resta immobile et regarda son travail se défaire. La transformation prit plus de temps qu'elle n'aurait dû. 4 années de malédiction s'étaient profondément accumulées, mais elle se termina comme toutes les choses nécessaires se terminent, sans fanfare, mais avec une sorte d'inévitabilité tranquille. Au moment où la dernière partie se résolut, la main de Morin n'était plus posée sur une fourrure noire. Elle était posée sur une peau chaude. Elle leva les yeux. Il était grand, plus grand que Charles et plus grand que la plupart des hommes qu'elle avait vus, large d'épaules, avec la carrure de quelqu'un qui s'était entraîné pour la guerre, avant qu'une malédiction ne redirige tout cela vers autre chose. Ses cheveux étaient foncés,
sa mâchoire anguleuse et ses yeux gris argentés, pâles, brûlants et anciens, étaient les mêmes yeux qu'elle lisait depuis des semaines dans l'obscurité. Il la regarda et elle le regarda, et aucun d'eux ne parla pendant un moment, car il y avait trop de choses à dire, et cela n'avait pas d'importance, et aucun des mots n'avait d'importance, car la reconnaissance entre eux était déjà complète, depuis la nuit où elle était descendue d'un rebord vers une bête que tous les vivants auraient fui, et avait dit « Je te vois, Syra », avait-elle dit. N'avait d'importance et aucun mot n'avait encore d'importance, car la reconnaissance entre eux était déjà complète, depuis la nuit où elle était descendue d'un rebord vers une bête que tout le monde aurait fui et avait dit « Je te vois, Cyrus », avait-elle dit, juste pour tester cela à l'air libre. Sa main se leva et recouvrit la sienne qui reposait toujours contre sa poitrine, et il la maintint là. « Morin », dit-il. Sa voix était rauque après 4 ans d'inutilisation, et c'était le plus beau son dans la salle du trône. Derrière eux, Saraphine bougea. Elle n'alla pas loin. Les gardes qui se tenaient près des murs, ceux qui avaient baissé leurs armes dans la salle, ceux qui avaient servi ce château toute leur carrière et qui avaient vu ce soir des choses qui réécrivaient tout ce qu'ils pensaient savoir, s'avancèrent sans qu'on leur demande. Ils avaient servi un roi autrefois. Ils en reconnaissaient un maintenant. Charles fit un calcul différent. Il regarda sa mère être détenue. Il regarda Cyrus, vivant, debout dans la salle du trône. Il regarda les gardes rassemblés et les 2 femmes en robe de mariée déchirée, et l'absence totale de quiconque dans la pièce qui allait l'aider, puis il s'assit sur les marches du dais et se prit le visage entre les mains. Morin le regarda longuement. Elle repensa aux fleurs sauvages, au petit dîner, à la façon dont il lui avait souri à la porte de son père, comme si elle était un problème qu'il était ravi d'avoir trouvé. Elle ne ressentait plus rien pour lui, pas même de la colère. La colère avait été utilement dépensée, et il ne restait plus rien de lui qui valait la peine de la gaspiller. Elle se tourna vers Cyrus. Il la regardait toujours. Il n'avait pas cessé de la regarder. « Ton trône », dit-elle. Quelque chose passa sur son visage. Pas encore un sourire. Son visage avait oublié la forme du sourire, mais le précurseur de celui-ci est l'endroit d'où venait le sourire. « Notre trône », dit-il. Le conseil se réunit dans l'heure qui suivit. Ils arrivèrent rapidement, certains encore en train d'enfiler leurs robes, tous arrivant pour trouver le roi Alpha Cyrus debout à la tête de la salle du trône, argenté et indéniable. Et quelle que soit la version des événements racontés par le chevalier qu'ils avaient entendu en arrivant, elle s'évanouit dès qu'ils le virent. Il leur raconta tout, la malédiction, la tanière, les femmes. Il prononça clairement les noms des 2 épouses inscrits sur le mur, afin qu'ils ne soient plus jamais réduits à la fièvre et à l'accouchement. Le poids de ce qui avait été fait dans le sous-sol de leur propre château s'abattit sur la pièce comme une pierre. Lorsqu'il eut terminé, le conseiller principal, un loup au poil gris, qui avait servi l'ancien roi avant que tout cela ne commence, se leva de son siège et s'inclina. Les autres suivirent un par un. Saraphine fut amenée devant le conseil et elle avait repris ses esprits. Elle était toujours posée, toujours calculatrice. Elle se tenait devant le conseil, les mains jointes et le menton levé. « J'ai agi dans l'intérêt du royaume, dit-elle. La bête l'exigeait. Tu l'exigeais, dit Cyrus calmement, comme une porte qui se referme sur quelque chose d'achevé. Le royaume n'avait besoin de rien qui ne puisse être résolu par la vérité. Tu as choisi cela parce que c'était plus facile que la justice. » Ses yeux argentés la fixaient sans chaleur, avec la froide lucidité d'un homme qui avait passé 4 ans dans l'obscurité à comprendre exactement qui l'avait mis là. Et cela s'arrête ici. Il regarda le conseiller principal. Un simple signe de tête. Exécution à l'aube pour sorcellerie noire, complot et meurtre de 2 reines d'Artoria. Saraphine l'accepta sans expression et fut escortée dehors. Les portes se refermèrent derrière elle et personne ne parla pendant un moment. Charles fut amené ensuite. Il semblait plus petit qu'à la porte de son père. Creusé, l'histoire empruntée s'était effondrée. Il n'y avait plus rien en dessous. Il se tenait devant le conseil et ne levait pas les yeux. Cyrus le regarda longuement, et Morin observa son visage pendant ce silence, y voyant quelque chose de plus complexe que la rage ou la pitié. Le regard d'un homme décidant de ce qu'exigeait réellement la justice. « Les mines d'esclaves, dit Cyrus. Il y travaillera comme les femmes qu'il m'a données en pâture n'ont jamais eu la chance de travailler pour quoi que ce soit. Il gagnera son pain de ses mains chaque jour, et chaque jour il saura exactement ce qui lui a valu cette vie. Une pause. Il ne mérite pas la mort. Il mérite de vivre avec ce qu'il a choisi. » Charles fut escorté dehors sans un mot. La salle expira,
Puis Cyrus se retourna et ses yeux argentés trouvèrent Moiraine au bord de la salle du conseil, et tout le reste s'effaça. Il traversa la pièce vers elle. Elle ne bougea pas. Elle resta sur place, comme elle l'avait fait dans le repère du couloir. À chaque instant depuis la nuit où elle était tombée dans l'obscurité et avait décidé qu'elle n'allait pas mourir là, il s'arrêta devant elle. De près, à la lumière des torches, elle pouvait voir 4 années sur lui, non pas comme des dommages, mais comme de la profondeur. Ses yeux se posèrent sur son visage comme quelqu'un qui lit quelque chose qu'il a envie de lire depuis très longtemps. « J'ai su dès la première nuit, dit-il, quand tu es descendu de ce rebord, j'ai su ce que tu représentais pour moi. Une pause. Je ne pensais pas en avoir le droit. Tu n'avais pas à décider cela tout seul, dit-elle. Un sourire illumina alors son visage, un sourire franc, sincère et nouveau, le premier depuis 4 ans, et cela la bouleversa complètement. Il posa sa main sur son visage et lui releva le menton vers lui. Morina de Voldemir. Il parlait suffisamment fort pour que toutes les personnes présentes dans la pièce puissent l'entendre. Ma véritable compagne, ma reine. Il l'embrassa. Le conseil éclata, non pas de surprise mais d'approbation, le son de personnes qui avaient retenu leur souffle pendant 4 ans et qui venaient d'obtenir la permission d'arrêter. Moiraine l'embrassa en retour et sentit le lien de compagnonnage sur son cou. La marque de Charles, celle qu'elle avait touchée avec révérence le matin de son mariage, se dissipa comme du givre au soleil, remplacée par quelque chose de plus chaud, de plus ancien et de tout à fait juste, le lien qui avait toujours été là, celui vers lequel la prophétie avait toujours pointé. Elle s'écarta et le regarda. « Notre trône, dit-elle, lui rendant ces mots. Sa main était toujours posée sur son visage. Ses yeux argentés étaient très brillants. « Notre trône, acquiesça-t-il. Grace la trouva dans le couloir 1 heure plus tard, alors que la salle du trône était remplie de nobles de haut rang et que la machine d'un royaume corrigeant sa trajectoire avait commencé sa lente et nécessaire transformation. « Moiraine, dit-elle en se retournant. Grace se tenait dans le couloir, les bras croisés autour d'elle, les yeux brillants et humides, le menton levé comme elle avait l'habitude de le faire. Moiraine avait appris à reconnaître cette expression sur le visage de Grace lorsqu'elle ressentait quelque chose d'important et refusait de se laisser submerger. « Merci, dit Grace, de t'être interposée entre moi et... » Elle s'interrompit et réessaya. « Tu ne me connaissais pas, tu n'avais aucune raison de le faire. »« J'avais toutes les raisons, » répondit simplement Moiraine. Grace la regarda un instant. Puis elle traversa le couloir, enlaça Moiraine et la serra contre elle. Moiraine lui rendit son étreinte et aucune des deux ne dit rien d'autre, car il n'y avait rien d'autre à dire. Par-dessus l'épaule de Grace, au bout du couloir, elle pouvait voir les portes de la salle du trône, et Cyrus debout à l'autre bout de la pièce, les yeux argentés et déterminés, sur le point de récupérer en quelques minutes ce qui lui avait été volé pendant 4 ans. La prophétie que son père avait encadrée et accrochée au mur disait « Elle s'unira à un roi, et son sang changera le cours d'un royaume. » Elle y avait cru pendant 17 ans et avait eu à la fois raison et tort sur tous les points. Le roi était réel, le sang avait eu son importance. Le cours du royaume était en train de changer ce soir-là dans toutes les directions qu'elle pouvait voir. Elle ne savait tout simplement pas que cela coûterait autant pour en arriver là, ni que cela en vaudrait autant. Cyrus leva les yeux depuis l'autre côté de la salle du trône et la trouva à travers les portes ouvertes, et les yeux argentés qu'il avait observés depuis le sol de la tanière dans l'obscurité pendant des semaines croisèrent les siens à travers la salle bondée. Elle ne détourna pas le regard, lui non plus. Si cette histoire vous a ému, si vous avez ressenti chaque instant dans cette tanière, chaque choix que Moiraine a fait, et chaque réponse silencieuse que Cyrus lui a donnée dans l'obscurité, alors vous êtes exactement la personne pour laquelle cette chaîne a été créée. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel moment vous a le plus marqué. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime les romances où l'amour se gagne à travers les épreuves, partagez cette histoire avec lui.